Salut et bienvenue dans Avocat, l'émission qui vous conseille. Merci de votre fidélité pour cette émission que vous connaissez bien sûr. L'émission où nos avocats répondent à toutes vos questions que vous nous posez évidemment quand vous le voulez, 24 heures sur 24 sur le site www.avocat.net. Aujourd'hui, deux nouveaux avocats nous ont rejoints avec trois spécialités que vous nous avez demandées. On va commencer par saluer Maître Éric Decomont, avocat barreau de Paris, qui va nous parler de droit routier. Bonjour Éric. Bonjour à tous. Bienvenue juste à vos côtés et vous avez de la chance. Très jolie consoeur, eh oui, il faut le dire. Sonia Oulad Ben Saïd, notre avocat en droit administratif aujourd'hui. Bonjour Sonia. Bonjour Yves. Bienvenue, vous êtes avocat au barreau du Val d'Oise. Tout à fait. Voilà, donc pas très loin de Paris, mais ça change un petit peu. Et à vos côtés, un autre avocat également au barreau du Val d'Oise, notre confrère Julien Semeria, donc avocat au barreau du Val d'Oise en droit immobilier. Bonjour Julien. Tout à fait, bonjour Yves. Bienvenue à tous les trois. Merci. On va commencer avec vous, Éric Decomont, avec une question évidemment en droit routier, puisque c'est votre matière dominante. On vous connaît bien depuis des années sur le droit routier et beaucoup de questions qui nous sont parvenues pour vous. On commence par celle-ci qui tracasse notre téléspectateur qui est chauffeur routier. Il nous écrit « Je suis chauffeur routier et j'ai perdu tous mes points. Aïe, aïe, aïe. J'ai peur de perdre mon travail. Quelles sont les solutions ?» Éric, dites-moi quelle est la solution pour lui. Alors au point, il en est arrivé. Il y a des solutions qui ne sont plus possibles, bien sûr, c'est d'essayer de sauvegarder les derniers points, mais peut-être, s'il n'a pas encore reçu le courrier recommandé qui lui annonce la mauvaise nouvelle, ce qu'on appelle le 48 SI, peut-il encore sauver la mise en allant faire un stage? Car, comme on ne le sait pas toujours, on peut faire le stage tant qu'on n'a pas reçu le recommandé. C'est-à-dire que même si vous êtes à 0 point, et c'est ce que nous dit notre ami, je suis à 0 point, j'ai plus de points, oui, mais il l'a peut-être appris par exemple sur le site de consultation Télépoint par Internet, en se déplaçant à la préfecture, lors d'un contrôle où des policiers lui ont dit « Monsieur, vous êtes à 0 point ». Mais s'il n'a toujours pas reçu le courrier recommandé, il peut encore foncer faire un stage sous réserve qu'il n'en ait pas déjà fait un dans l'année précédente, puisque vous savez qu'on ne peut pas en faire un. Pas plus d'un par an, bien entendu. Sinon, voilà. On finirait avec 20 points à la fin de l'année. Ça serait merveilleux, mais ce n'est pas prévu par la loi. Donc, c'est la dernière option. Si jamais il n'a pas fait de stage depuis moins d'un an et il n'a pas encore reçu sa recommandée, il fonce faire un stage. Il y a des tas d'organismes qui ont l'habitude de ce genre de situation et qui vous organisent un stage de façon express, j'allais dire en référé, en tout cas en 48 heures chrono à peu de choses près, et vous pouvez vous en sortir comme ça. Maintenant, s'il a déjà reçu son recommandé, bah là, c'est fini pour le stage. Il est à 0 point, invalidé, il ne peut plus. Un stage, juste une question, rapporte combien de points entre guillemets? 4 points, 4 points, on le rappelle, sous réserve que vous en ayez la place. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui, à titre préventif, disent « j'ai 9 points, oui, je vais aller faire un stage, il va me ramener que 3 points, certes, mais comme je sais qu'il va tomber pour 10 points derrière moi, j'attends pas et je fonce faire le stage avant qu'il soit trop tard. Le plafond à 12 points, quoi qu'il arrive, évidemment. On ne peut pas dépasser les 12 points, on n'a pas le droit de transpercer le plafond. Donc, notre ami, on va dire qu'il a reçu son courrier recommandé, donc trop tard pour aller faire un stage. Qu'est-ce qui lui reste comme hypothèse? Eh bien, deux options. La première, il va faire ses 6 mois de marche à pied, à l'issue desquels il va pouvoir repasser le code, la visite médicale, un examen psychotechnique. Oui. Ce ne sont pas que des formalités, il y a des échecs. Alors on me dit qu'il a zappé. Je crois qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. Bon, alors s'il n'a pas envie de faire ça... Il est chauffeur routier en même temps, c'est pour son travail. Pendant 6 mois, il va perdre son travail. C'est ça, c'est le problème, c'est que c'est son travail. Bon. Et donc, s'il ne veut pas faire ça, il a une autre option, c'est d'avoir recours à une magnifique profession qui s'appelle les avocats, et dont un certain nombre de... je ne dirais pas spécialistes, car ce n'est pas une spécialité, mais d'avocats un petit peu compétents sur ce domaine, sont à sa disposition pour essayer de le sortir de là. Pour le sortir de là, il n'y a pas 36 solutions, il y a des recours. Recours contre les invalidations de permis de conduire par défaut de points, c'est le terme officiel. Et les recours, ils sont basés sur quoi? Sur le fait que pour enlever les points, heureusement, l'administration est tenue à respecter scrupuleusement un certain nombre de procédures assez contraignantes, assez compliquées. Et elle fait beaucoup d'erreurs. Ouais. Donc, on traque les erreurs, et qui dit erreur dit récupération des points en question. Donc, on cherche dans la forme Essentiellement, c'est dans la forme, dans la méthodologie, la façon d'enlever les points. Ça nous permet de récupérer les points, donc les permis de conduire. Il y a parfois, je dis bien parfois, la possibilité de le faire très très vite, avec ce qu'on appelle le référé suspension-exécution. Je crois qu'il y a des spécialistes de droit administratif derrière cette barre. Ils suspendent, ils exécutent. On suspend l'exécution provisoire de la décision d'invalidation de permis de conduire. Pour ça, on demande à un juge du tribunal administratif, celui-là même qu'on a saisi par le mémoire sur le fond, par lequel dans 6 mois, 8 mois, 10 mois, il va peut-être nous donner raison, et il nous donne souvent raison. Mais là, on dit, écoutez, comme on a de bonnes raisons, regardez notre mémoire, d'obtenir gain de cause, éviter les conséquences tragiques que ça peut représenter pour notre client de le mettre au chômage, de lui faire perdre son emploi. Évidemment, hein. Voilà. Et donc,
rendez-nous le permis de conduire à titre provisoire en attendant votre décision finale. Si après tout vous nous désavouez, il fera ses 6 mois un peu plus tard, mais au moins là, on va sauvegarder l'essentiel. Sauf que, et je conclurai probablement là-dessus, malheureusement, le référé suspension-exécution est assez difficile à obtenir parce que, aux conditions traditionnelles, concernant bien sûr les chances de succès sur le fond, concernant le fait que ça entraînerait des dommages, notamment la perte d'un emploi difficilement réparable par la suite, est venue se surajouter une création jurisprudentielle des magistrats administratifs qui disent qu'il ne faut pas qu'il y ait un conflit avec le danger que représente cette personne en matière de sécurité routière. En d'autres termes, vous êtes chauffeur de taxi, vous êtes chauffeur routier. Il y a de bonnes chances dans votre mémoire d'obtenir gain de cause. Parce que c'est votre travail. Et vous avez, exactement, et vous avez fait que des petites infractions, de tout petits excès de vitesse, des ceintures, des téléphones, des petites choses comme ça, vous avez des chances d'obtenir un référé. Mais si vous êtes homme ou femme au foyer, si vous êtes étudiant, si vous êtes retraité, et si vous avez dans vos 12 points perdus une alcoolémie ou un accident, c'est même pas la peine de tenter un référé, c'est condamné d'avance. C'est fichu d'avance. Donc là, ça marchera sans doute devant le tribunal administratif sur le fond, mais il faudra patienter plusieurs mois pour que ça puisse marcher. On n'aura pas de référé. En tout cas, on a bien compris le mécanisme et le processus. Donc, un espoir pour notre chauffeur routier, d'autant que c'est sa profession et que sans ça, il perd son travail. Par contre, pour accélérer la procédure, c'est pas évident. Enfin, en tout cas, c'est pas gagné, mais s'il a commis que des infractions relativement bénignes compte tenu de sa profession, il y a un petit espoir quand même d'obtenir gain de cause rapidement. Bon, espérons qu'il n'a écrasé personne. Ça lui laissera un peu plus d'espoir. Merci beaucoup, en tout cas, Eric, pour cette réponse détaillée. À vos côtés, maître Sonia Oulad Ben Saïd, notre avocate donc, au barreau du Val d'Oise. En droit administratif, ça se rejoint un petit peu aussi, évidemment, forcément. Mais là, on ne va pas parler de voiture, tout autre chose. Quelqu'un qui nous écrit, qui nous dit, voilà, je voudrais faire construire une extension à mon pavillon. Comment dois-je procéder ? Alors, je pense qu'on va parler un petit peu peut-être du permis de construire. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. On ne peut évidemment pas faire construire une extension à sa maison, à son pavillon, comme ça, librement, sans aucune condition. Ce serait trop beau. Ce serait trop alors, on ne le dit pas. Exactement. Exactement. C'est une question effectivement très pertinente et il convient, comme cette téléspectatrice, de toujours s'interroger sur les formalités préalables à accomplir, notamment au regard des dispositions du Code de l'urbanisme, lorsqu'on a un projet de construction, précisément dans ce cas-là, un projet d'extension. Alors, s'agissant d'une extension, on est clairement dans ce que le Code de l'urbanisme appelle des travaux portant sur des constructions existantes. Alors, lorsque je veux entreprendre des travaux sur mon pavillon existant et que je veux construire une extension, par exemple une véranda, une terrasse. Voilà, une terrasse, je dois m'interroger sur le type d'autorisation d'urbanisme que je dois obtenir. Car tantôt, je dois obtenir un permis de construire, que l'on connaît tous parfaitement, et tantôt je dois obtenir une autre autorisation d'urbanisme qu'on appelle la déclaration préalable, qui est beaucoup moins connue. Alors je vais être schématique, plus mon extension est importante en termes de surface, de volume et de hauteur, plus j'ai des chances que le type d'autorisation d'urbanisme que je dois obtenir, c'est un permis de construire. En revanche, pour des constructions moins importantes, je tombe sur le coup d'une déclaration préalable. Pour la piscine privée d'Éric de Comont, qui fait je crois, 30 mètres de longueur, peut échapper au permis de construire. Voilà, peut échapper au permis de construire. Parce qu'elle est à l'intérieur de mes bureaux. En plus, c'est plus difficile. Julien a la même. Oui. Alors, je n'ai pas la chance d'avoir de piscine ni de grands pavillons. Pour autant, voilà, retenez schématiquement que lorsque l'extension est d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés, je dois obtenir un permis de construire. En deçà, je dois obtenir une déclaration de travaux si je remplis d'autres conditions qui sont fixées par le Code de l'urbanisme. Alors, j'invite les téléspectateurs à toujours se rapprocher soit des services de l'urbanisme de leur commune, soit d'un architecte, soit d'un avocat en droit public pour déterminer, en fonction de la nature des travaux, si je dois obtenir permis de construire ou déclaration préalable. Pourquoi ? Parce que, attention, et là c'est la crainte, on n'a jamais à l'esprit cette possibilité-là, mais elle existe. Alors montez le son. Montez le son et écoutez bien. Si vous voulez échapper à une citation devant le tribunal correctionnel, vous ne construisez pas, vous ne faites pas d'extension sans avoir permis de construire ou déclaration préalable, puisque vous êtes passible de sanctions pénales comme une peine d'amende et surtout la remise en état des lieux. Donc on casse tout. On casse la piscine. On casse la piscine, on casse la maison, on casse tout. Et surtout, attention au type d'autorisation d'urbanisme que l'on demande, puisque si je demande une déclaration préalable que j'obtiens, alors que mes travaux relèvent du champ du permis de construire, je peux également avoir la mauvaise surprise d'être cité devant le tribunal correctionnel. Il ne faut pas se tromper. D'où l'importance d'avoir recours au service d'un architecte, notamment. D'accord. Et juste en 30 secondes, concrètement,
donc ça se fait assez rapidement pour obtenir un permis de construire, par exemple, ou c'est une galère un peu pour avoir les obtentions, les autorisations? Si vous avez un dossier qui est extrêmement complet, on a un délai de 2 à 3 mois pour obtenir une réponse. Alors, soit elle sera positive, soit elle sera négative. En tout état de cause, si on a un refus d'autorisation d'urbanisme, on a des possibilités, effectivement, de contester ce refus devant le tribunal administratif, notamment. Bon, en tout cas, une réponse bien construite, sans extension, vous n'avez pas débordé, ça c'est parfait. Donc, vous êtes autorisé, permis de continuer. Merci beaucoup, Sonia. À vos côtés, un autre avocat du barreau du Val d'Oise qui est arrivé en force ce mois-ci. On a beaucoup d'avocats du Val d'Oise, avec Julien Semeria, qui s'occupe de droit immobilier, également très, très intéressant. Toutes vos questions, je vous rappelle, sur avocat.net, avocat avec un petit jeu de mots. On s'est un peu cassé la tête, on écoute Rire et Chanson toute la journée, donc ça nous a aidé. Voici votre question, Julien. J'ai un arriéré de charges de copropriété qui s'accumule. Eh oui, quand on a une piscine, Eric, ça fait des charges en plus. Et je viens de recevoir un commandement aux fins de saisie immobilière. Ça, c'est moins drôle. Qu'est-ce que cela signifie? Que va-t-il se passer? Apparemment, notre téléspectateur n'est pas trop au courant des conséquences, mais on va dire aïe 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 un peu quand même. Oui, mon cher Yves, j'ai le regret d'annoncer à notre téléspectateur que ça ne présage rien de bon. Ah, on en a perdu un deuxième. Voilà. Le chauffeur routier est déjà parti depuis tout à l'heure, et là, on en a perdu un autre. Oui. Ça signifie quoi? Ça signifie plusieurs choses. D'une part, que nécessairement un jugement a été rendu par une juridiction condamnant le téléspectateur, le débiteur, au règlement d'un arriéré de charges de copropriété. Soit par une condamnation par un tribunal d'instance si le montant des charges était inférieur à 10 000 €, ou le tribunal de grande instance si le montant était supérieur à 10 000 €. Ça signifie également que ce jugement est définitif, qu'il n'a pas été frappé d'appel. Et ça signifie enfin que le syndic poursuit le recouvrement forcé de cet arriéré par la voie de la saisie immobilière, afin d'arriver à terme à la vente du bien, de façon à se faire payer par prélèvement sur le prix de vente de cet immeuble à la barre. Alors, que va-t-il se passer? Pour répondre à la question de notre téléspectateur, il a reçu le commandement de saisie valant saisie immobilière, il a 8 jours pour payer. À défaut de règlement sous 8 jours, il va se voir délivrer, non pas un commandement cette fois, mais une assignation à l'audience d'orientation devant un juge particulier qui est le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dont dépend l'immeuble en question. Et là, il faut absolument qu'il se présente à cette audience, de préférence assisté d'un avocat qui connaisse un petit peu la matière, qui est extrêmement technique, et pourra demander plusieurs choses. Il pourra contester la validité de la procédure, un commandement qui n'est pas régulier, des erreurs, un vice de forme, un vice de procédure. Le formalisme Du commandement lui-même. Il pourra demander s'acquitter de sa dette. Si c'est des charges de copropriété qui ne sont pas exorbitantes, si on parle sur 4 000 à 5 000 €, peut-être aura-t-il des fonds et s'acquitter, ce qui évitera la vente de son bien. Mais souvent, quand c'est une petite somme, on fait pas on cherche pas à ça vendre. arrive. Ça arrive quand le syndic n'a pas d'autres possibilités pour se faire payer, il va jusqu'au bout. Donc il faut quand même faire très attention. Donc un petit retard, finalement, peut entraîner rapidement une saisie. Et arriver à des conditions dramatiques comme la vente d'un bien. Ouais. Des délais de paiement qui peuvent être demandés au juge de l'exécution, et enfin l'autorisation de vendre amiablement le bien de façon à éviter une vente forcée de l'immeuble. Le juge tranchera ces points-là, et s'il n'y a pas de délai accordé, si la vente amiable n'est pas accordée, s'il ne peut pas payer, malheureusement, le juge va ordonner la vente aux enchères publiques du bien, et puis là, notre débiteur, téléspectateur n'aura malheureusement plus que ses yeux pour pleurer. Le bien sera vendu, non plus débité, mais dépité. dépité. Et le bien sera vendu et le syndic se paiera sur le prix de cession du bien qu'un acquéreur aura acheté à la barre. Et donc lui, il récupérera ce qui reste, évidemment, moins les frais. Mais est-ce que quand on s'est vendu aux enchères, généralement, on est quand même perdant? Souvent, on dit, voilà, on va perdre des plumes, en tout cas. Oui, les ventes aux enchères publiques, le prix de vente est généralement inférieur au prix du marché. Donc il risque d'y perdre des plumes. Il remboursera effectivement le syndic, et ce qu'il récupérera sera inférieur à ce qu'il aurait pu récupérer dans le cas d'une vente classique. Donc, très vigilant, lorsqu'on a déjà un petit retard de charge de copropriété, il ne faut pas laisser trop s'accumuler, parce que lorsqu'on rentre dans ce processus, et si on ne peut pas payer, on risque effectivement la vente forcée de son bien. Et là, c'est quand même très très compliqué. Une fois que la machine est mise en place, c'est très difficile de l'arrêter. Merci beaucoup, mon cher Julien. Merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes ces questions. Maître Éric Decomont, avocat au barreau de Paris. Maître Sonia Oulad Ben Saïd, qui construit des piscines, donc maintenant on le sait, avocat au barreau de Val d'Oise. Et puis également Maître Julien Semeria, qui nous parlait des charges de copropriété. Merci infiniment. Rendez-vous, comme vous le souhaitez, sur le site www.avocat.net pour poser vos questions ou revoir toutes les émissions. Et puis bien sûr que vous pouvez suivre sur votre chaîne préférée. À très bientôt pour d'autres questions avec d'autres avocats. Salut.